Bonjour Mathieu Darnaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur de l'Ardèche, président du groupe LR. Ici au Sénat, on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann, bonjour Darnaud. On va parler de ce rapport qui a été présenté hier sur les frères musulmans, l'entrisme des frères musulmans, Mathieu Darnaud, conseil de défense qui avait lieu. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de dire que les propositions faites ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits ? D'abord, je veux revenir sur le fond de ce rapport, parce que ce rapport dit beaucoup de choses. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on pointe véritablement les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce rapport, il dit plusieurs choses. Permettez-moi de prendre un exemple. Quand on parle d'islamisme municipal, on voit bien qu'il y a une volonté d'entrisme territorial. La cellule municipale, la cellule de base de notre démocratie, ce n'est pas rien. Et finalement, à bas bruit, on voit que cet entrisme, il concerne le milieu scolaire, nos établissements, les écoles, les collèges, les lycées. J'ai d'ailleurs vu la réaction de plusieurs présidents de régions, les associations. Notamment Renaud Muselier, voilà, et Martine hier Vassal, encore, dans la les région associations sportives ou culturelles. Et puis la vie municipale, tout simplement. Et je crois que face à cela, il nous revient de réagir collectivement. Moi, je m'interdis d'entretenir toute forme de polémique. C'est un sujet suffisamment grave pour que nous ayons une expression qui soit claire, une expression qui soit documentée. C'est l'objet finalement de ce rapport, pour que la loi puisse derrière permettre de réagir fortement par rapport à cette volonté d'entrisme et à, pardon de le dire, cet écosystème séparatiste qui est en train de se créer. Juste Emmanuel Macron, il entretient la polémique ? Non, c'est pas mon propos. Je dis que je me refuse à toute polémique, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas à la hauteur de la gravité des faits, le rapport. Non, mais je vois que tout de suite il y a des expressions politiques. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle véritablement du fond, qu'on voit comment, avec des mesures concrètes, des moyens concrets et des textes de loi, on peut arriver à parvenir à éradiquer ce phénomène. Ça veut dire une deuxième loi séparatisme, puisqu'il y en avait déjà eu une qui avait été promulguée en 2021. Il en faut une nouvelle ? Moi, je crois qu'il faut des moyens qui soient très clairs. Je ne sais pas si c'est une loi sur le séparatisme. Ce que je crois, en revanche, c'est qu'il faut des moyens. Le ministre Retailleau a déjà évoqué quelques pistes de travail, notamment sur un parquet national, afin de suivre certaines de ces associations, le cas échéant d'en dissoudre certaines. C'est aussi la capacité de renforcer les moyens au niveau du renseignement pour faire en sorte que justement nous puissions suivre l'activité de certaines de ces associations, de ce prosélytisme qui est fait sur les réseaux sociaux. Et ça, je crois qu'on le voit tous les jours. C'est important de le dire et de le rappeler. Est-ce que c'est pas aussi, ce rapport, le signe que l'État a été longtemps trop naïf et surtout a échoué dans sa tentative d'organiser le culte musulman ? Je crois qu'effectivement, nous avons détourné le regard trop longtemps. D'ailleurs, j'ai souhaité, et nous avons souhaité, le groupe Les Républicains au Sénat, mettre en place un groupe de travail qui est présidé par Jacqueline Eustache-Brinio, afin de documenter. Je pense que c'est important qu'on nomme les choses, qu'on dise les choses pour voir comment on s'attaque concrètement à ce sujet, parce que derrière il y a des enjeux importants, et moi je refuse que l'on stigmatise la communauté musulmane. Je pense que c'est important. Oui, c'est pour ça qu'il faut documenter le sujet, c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer dans ce sujet sans esprit polémique. Mais est-ce que ça veut dire que le groupe LR va faire des propositions claires, concrètes dans les prochains jours ? Oui, nous avons un groupe de travail qui rendra des propositions dans les prochains mois, probablement à la rentrée. On veut prendre le temps d'avoir un travail sérieux, pas trop tard, qui soit... Non mais pardon, mais si Emmanuel encore Macron une fois, des propositions moi d'ici juin, pourquoi vous faites pas des propositions d'ici juin ? Mais parce que c'est un travail qui mérite des auditions, c'est un travail de sérieux. Ici, on est au Parlement. Moi, je ne suis pas à la place du gouvernement, je ne suis pas à la place du président de la République. On est au Parlement. D'ailleurs, à un moment donné, vous parliez d'un texte de loi. Si texte de loi il doit y avoir, faut-il encore que nous ayons les capacités de venir l'alimenter, de faire en sorte que nous ayons des mesures concrètes et efficaces. Et pour ce faire, nous
nous avons décidé d'avoir un travail de fond qui, encore une fois, évite toute forme de stigmatisation, qui se concentre sur l'essentiel et qui apporte des mesures concrètes. Mais qui pourrait déboucher sur une proposition de loi ? Nous verrons, nous n'en sommes pas encore là. D'ailleurs, nous attendrons que le gouvernement dévoile ses intentions sur le sujet. On en a eu un aperçu hier, il faut aller plus loin. Les propositions, en effet, elles fusent depuis quelque temps. On va en rappeler une qui avait été faite par Laurent Wauquiez, celle de classer les frères musulmans comme organisation terroriste. Ça vous semble une mesure intéressante ? Mais moi, je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans une mesure en particulier. Ce que j'essaie de vous expliquer, et c'est fondamental, c'est qu'il faut vraiment que l'on expertise le sujet et qu'on essaie d'avoir des mesures qui soient des mesures efficaces. Après, nous verrons ce que va proposer encore une fois le gouvernement. On a eu un aperçu hier et nous viendrons compléter utilement ces dispositions, notamment sur le versant législatif. Tout ne procède pas de la loi, il y aura besoin de moyens. J'ai évoqué la question du renseignement, j'ai évoqué la lutte face au prosélytisme sur les réseaux sociaux. Donc il faudra des dispositions d'ordre législatif, des dispositions d'ordre réglementaire et puis des moyens financiers importants. J'entends ce que vous dites, Monsieur Darnaud, mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a des personnalités politiques qui s'expriment. Je pense à Gabriel Attal, qui a aussi fait part d'une proposition visant à interdire le voile pour les mineurs de moins de 15 ans. Ça, vous allez être obligé aussi, d'une certaine manière, de vous exprimer dessus. Oui, tout à fait, bien sûr, mais est-ce que nous sommes dérobés ? Je crois que nous-mêmes, nous avons déposé et voté une proposition de loi, notamment sur la laïcité dans le sport. C'était le texte de Michel Savin il y a quelques semaines. Mais la proposition d'Attal, moi, ce que je dis, c'est quelque chose qui pourrait vous agréer ? Juste un moment, c'est important ce que vous dites. Je pense qu'aujourd'hui, le risque, c'est de multiplier les initiatives législatives, ce qu'on appelle les propositions de loi d'initiative parlementaire. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra un versant constitutionnel. Philippe Bas avait déposé un texte sur la prééminence des lois de la République, qui disait, peu ou prou, que nul groupe, nul individu ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion afin de s'exonérer du respect de la loi commune. Je pense que ça dit tout. Parce que demain, sinon, vous devez avoir la nécessité de traiter ce sujet pour les entreprises, pour l'espace public. Vous avez égrené les dispositions. Donc ce sont tous des sujets importants. Mais à un moment donné, il faut prendre l'ensemble de ces problématiques pour les traiter, selon moi, à un niveau constitutionnel. Donc, nous aurons à débattre de tout ça. Encore une fois, je veux que nous le fassions de manière éclairée, de façon documentée. Le risque, c'est de verser justement dans la polémique. Moi, je ne veux pas de cela. Je ne suis pas dans quelque chose qui a une finalité politique. Je pense que nous devons répondre aux préoccupations qui sont exprimées par des élus locaux, par des responsables associatifs, tout simplement par des Françaises et des Français. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des municipales. Comment on lutte contre le risque d'entrisme au municipal ? Clairement, par des dispositions, et j'attends justement du gouvernement qu'il fasse, notamment sur ce point-là, des propositions afin, le cas échéant, peut-être d'interdire, de dénoncer, voire de dissoudre, comme ça a été fait, certaines associations. Mais est-ce que vous craignez pas que les candidats n'aient pas de liste affichée, frères musulmans, mais qu'ils soient répartis sur plusieurs listes un peu plus masquées? Si, mais c'est bien pour cela qu'il faut avoir une attention toute particulière lors de ces scrutins pour essayer justement de dénoncer ce type d'attitude séparatiste. Ces candidats d'être sur les listes? Écoutez, nous verrons. Je pense qu'il y aura vraisemblablement des mesures à prendre. Bien sûr que c'est, encore une fois, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas verser dans la polémique, c'est que ce sont des sujets suffisamment sérieux, suffisamment compliqués, parce qu'on le voit, et vous avez raison dans ce que vous dites, tout ceci se fait à bas bruit. On n'est pas dans un prosélytisme revendiqué au niveau national. Et pourquoi j'ai parlé de la question de l'islamisme municipal? Parce que justement, on s'attaque à cette cellule de base de la démocratie et on s'attaque finalement à tous les lieux symboliques de la République. Vous ne craignez pas une surenchère de propositions? J'entends dans ce que vous dites quand même, vous dites attention, il faut raison garder, faisons pas n'importe quoi. Et, je le dis d'autant plus que vous parliez de stigmatisation, mais Jean-Luc Mélenchon a réagi en disant que l'islamophobie franchissait un nouveau seuil. Il y a un risque de stigmatisation et que la communauté musulmane se dise qu'encore une fois, elle fait l'objet de récupération politique. La seule façon, encore une fois, que vous avez d'éviter ce risque,
Et malheureusement, ce que vous dites, c'est la traduction de cette utilisation de ce débat à des fins politiques. Et on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon. Nous, ce que nous voulons, c'est un travail sérieux qui évite toute forme de stigmatisation. Et pour éviter toute forme de stigmatisation, il faut avoir un travail sérieux, documenté, qui pointe des faits précis et non pas qui évoque des fantasmes. Ça n'a pas été une tendance aussi à droite ? Une forme de mais je crois que c'est un sujet à l'échalote. Arrêtons de vouloir en faire un sujet de droite ou de gauche. C'est un sujet qui doit questionner la communauté nationale. C'est un sujet, quand on parle d'entrisme, de prosélytisme, d'atteinte aux règles et aux valeurs de la République, ça doit concerner tous les Français. Julien, on parle des Républicains ? Sans transition, oui, on parle des Républicains. Laurent Wauquiez, justement, on en parlait à l'instant, il dit craindre une dilution de la droite dans le macronisme après la victoire haut la main de Bruno Retailleau. C'est un risque avec Bruno Retailleau à la tête des Républicains ? Je ne le crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau a toujours eu une expression assez claire. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il a été empêché d'avancer certaines idées, tout comme Laurent Wauquiez. Non, mais c'est une exigence qui doit être commune. Nous devons garder notre indépendance, une voix libre, exigeante, parce que nous avons à cœur de parler, encore une fois, aux Français. Nous savons quelle est l'exigence qui doit être la nôtre aujourd'hui pour retrouver durablement demain la voie du succès. Il faut parler. Laurent Wauquiez, il est au rendez-vous du rassemblement ou il se comporte plutôt comme un opposant en interne ? Je crois qu'il a toujours eu une expression depuis dimanche dernier qui prône l'unité. Je pense qu'il est soucieux justement de cette unité. Et en même temps, dans son discours d'après-résultat, il était assez pensif. L'unité, c'est une exigence qui doit être collective. Et donc, il faut que nous y veillons, sinon... Nous savons ce qui nous attend, sinon ce sera l'échec assuré. Il faut qu'à un moment nous ayons du débat. Encore une fois, un parti politique, c'est un lieu d'expression, c'est un lieu où doivent se confronter les idées. Mais tout ça doit se faire avec cet esprit d'unité afin d'être lisible, afin d'être compris et afin de répondre encore une fois aux attentes, aux besoins des Français. Oui, mais c'est un vœu très, très, très louable, mais on approche d'échéances essentielles de la présidentielle. Le bal des ambitions va de nouveau s'ouvrir. Est-ce que vous croyez vraiment à l'unité avec tous les ambitieux qui arrivent ? C'est pas que je crois, c'est que c'est une nécessité. Nous savons que si nous ne sommes pas au rendez-vous de cette unité, nous perdrons. Mais l'unité, elle doit aller dans votre parti, évidemment, entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, mais au-delà, est-ce que ça doit être aussi l'unité du bloc central ? Le piège, aujourd'hui, c'est de commencer à parler des alliances. Nous sommes à 2 ans. Nous sommes dans une situation, aujourd'hui, budgétaire, une situation sociale qui, moi, m'invite à me concentrer sur les problématiques des Françaises et des Français. Nous avons devant nous une préparation budgétaire qui sera peut-être la plus compliquée sous la Ve République. Si nous avons accepté de rentrer en responsabilité, de soutenir avec beaucoup d'exigences, et d'ailleurs, je le dis avec une pointe d'ironie parce que lorsque nous avons discuté, Laurent Wauquiez était là, Bruno Retailleau également, avec François Bayrou, j'y étais en tant que président du groupe, nous avons dit quel serait ce niveau d'exigence, notamment sur la question de la dette publique, sur la question du refus de nouvelles taxes et de nouveaux impôts, sur la question de la place du travail, sur la question des collectivités, sur la question agricole. Tout ceci a fait l'objet d'un accord qui a été, j'observe, pour le coup, assez respecté, puisque tous les textes que nous avons voulu introduire sur les sujets régaliens, la question du narcotrafic, la question agricole, tous ces sujets-là ont pu être pour l'instant débattus et pour partie votés. Donc il faut continuer à parler aux Français. Nous aurons dans quelques semaines un texte essentiel sur l'énergie, qui est un sujet qui doit être au cœur des préoccupations des Français, parce qu'il touche directement le pouvoir d'achat. C'est cela. Le test ultime, finalement, de l'accord avec le gouvernement, c'est ce budget, et c'est quoi ? C'est début juillet, puisque là, les propositions vont être faites. Nous avons souhaité que le président Gérard Larcher anticipait la préparation budgétaire. Parce que sinon, on le voit, on est dans l'entonnoir et on n'arrive plus à faire entendre notre voix, convaincu qu'il faut à tout prix voter un budget. Nous avons souhaité anticiper l'exercice pour parvenir à respecter cette trajectoire budgétaire, à respecter ces grands principes qui sont pour nous essentiels. Les Français ne veulent plus d'impôts. Les Français veulent qu'on prête une attention toute particulière au pouvoir d'achat. Moi, je me refuse. Et c'est cela, aujourd'hui, qui doit nous animer aux Républicains, comme sur beaucoup, finalement, je dirais, sur tous les bancs, d'éviter que le premier budget de la nation ne soit le remboursement des intérêts de la dette devant le budget de l'éducation nationale, devant le budget de la défense. Vous avez fait, juste petite parenthèse, une tribune énergie, mobilité, logement, cette nouvelle fracture
fracture sociale qui constitue le terreau de la révolte. Il y a un risque de nouveaux gilets jaunes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas simplement avoir comme ligne d'horizon 2027 et se dire, voilà, qui est le meilleur d'entre nous, qui doit aller à la bataille, comment on s'organise. Non. La question, c'est que si nous avons accepté d'être en responsabilité, si nous formulons chaque jour des mesures et des propositions nouvelles, c'est tout simplement pour être au rendez-vous, encore une fois, des attentes des Français et d'apporter dès aujourd'hui des réponses sur ce sujet-là, parce que sur les territoires, finalement, ce que l'on raconte sur les plateaux télé, ce que viennent vendre certains élus nationaux, ne correspond pas aux questions centrales que se posent nos concitoyens, qui sont tout simplement comment je me loge, comment je me déplace et finalement comment je me chauffe. C'est des questions aussi simples que ça. Tant que la classe politique française, tant que les responsables politiques français n'auront pas eu la capacité de répondre à ces questions toutes simples mais essentielles pour nos concitoyens, alors je pense que nous passerons à côté de l'exercice. Oui, et puis ça pose la question, vous en parliez, des municipales. Il y a gros enjeux de reconquérir des grandes villes pour les Républicains. Comment on fait et quelle ville vous visez? Tout simplement, les Républicains, ça a toujours été. Et d'ailleurs, si nous avons pu passer les crises successives, c'est que nous étions un parti enraciné avec des élus locaux. Et je crois que c'est aussi une façon de parler très directement à nos concitoyens, d'apporter des réponses et de prendre aussi en compte quelque chose qui est assez nouveau dans le débat public, c'est ce principe de différenciation territoriale, parce qu'on a des difficultés, parce qu'on a des sujets qui sont différents selon qu'on est dans le cœur des villes ou dans l'hyper-ruralité. Et donc, ces élections municipales... Ville aujourd'hui, dans les 10 plus grandes villes du pays, il n'y en a aucune qui est dirigée par LR. Mais bien sûr, il va falloir... Laquelle vous pouvez reconquérir? Je pense à des villes comme Lyon, mais je crois qu'il ne faut pas avoir d'exclusive. Je crois que l'un des enjeux des Républicains aujourd'hui, c'est d'avoir un discours qui parle autant dans la rue, qui imprime autant dans la ruralité que dans les espaces urbains. Et je crois qu'il faut s'intéresser à des sujets nouveaux, des sujets de société, des sujets qu'on n'a peut-être pas mis suffisamment sur le devant de la scène. Mais est-ce que dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, vous pouvez y aller sans les macronistes si vous voulez reconquérir les villes? Mais encore une fois, je pense ça n'est pas le sujet. Le sujet, le sujet, c'est de préparer ces élections, c'est de définir qui sera le meilleur candidat et avec quel projet. Le sujet, c'est le projet. Moi, des accords d'appareil, ça ne parle à personne, ça n'intéresse personne. Par contre, un programme municipal, particulièrement s'agissant des villes, parce que vont regarder les électeurs dans les villes, ils vont regarder le programme. Vous n'allez pas leur vendre un programme national, vous allez leur dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qu'on doit faire pour une ville. Le projet de Rachida Dati sur Paris, il vous intéresse ? Mais tous les projets nous intéressent. Moi, encore une fois, vous me demandiez quels étaient les sujets de la mobilité, les sujets de l'environnement, les sujets du logement, les sujets de la politique. Pas à ma question, Monsieur Darnaud. Est-ce que le projet de Rachida Dati vous intéresse? Mais bien sûr que le projet de Rachida Dati m'intéresse. Elle peut être une bonne candidate mais bien sûr qu'elle peut être une bonne candidate. Encore faut-il voir quel sera le programme définitif de Madame Dati. Mais je n'ai aucun problème à parler de Rachida Dati. Et je pense qu'il faudra un débat. Nous avons plusieurs candidats, il faudra confronter les idées et nous verrons bien à la fin des fins qui sera le candidat. Et à Lyon, du coup ? Là encore, nous avons plusieurs candidats, Jean-Michel Aulas, Pierre Oliver, ça permet qui pourrait être un candidat commun des macronistes. Nous verrons. Pour l'instant, je n'ai pas entendu Jean-Michel Aulas dire qu'il était candidat de la Macronie. J'ai Pierre Oliver qui est un candidat des LR. Donc là encore, attendons de voir. Je pense que le juge de paix, le moment de vérité, singulièrement sur les élections municipales, c'est le programme. Et Bruno Retailleau, il peut être un bon candidat pour 2027 ? Je vous répondrai de la même manière que je l'ai fait, et je pense que lui-même l'a dit. Oui. Ce qui le préoccupe, c'est de répondre. Mais comment voulez-vous ? Non, je dis ça parce qu'il a dit également je serai le premier artisan de notre victoire, je l'espère bien, en 2027. Premier artisan de notre victoire. Bien sûr, c'est pas un acte de candidature. Bien sûr qu'il a. Mais presque. Si vous voulez m'entendre dire que Bruno Retailleau a le profil pour être un candidat, je vous le dis très clairement, il a le profil pour être un candidat. C'est déjà maintenant, il a dit clairement qu'il souhaitait s'attaquer aux problèmes du quotidien, aux problèmes des Français. Il y a 2 ans. Est-ce que pendant 2 ans, on a comme seule ligne d'horizon le choix d'un candidat, ou est-ce qu'on essaie pendant 2 ans de voir comment on peut répondre aux questions des Français? Si vous ne répondez pas à cette question préalable, vous ne serez pas qualifié finalement, ou vous ne participerez pas à la désignation, ou vous ne compterez pas tout simplement parce que, ayant accepté d'être en responsabilité, vous devez, de faire des propositions, et 2, de démontrer que vous êtes en capacité d'apporter des solutions. Et donc pour ça, il faut rester au gouvernement, non ?
je pense que c'est une question qui doit se poser. Si nous avons accepté, c'est justement pour agir. On n'est pas là dans une position d'attentisme, on est là dans une position d'action. Allez, on termine en parlant du Sénat. Est-ce qu'il est acté qu'il y aura une session extraordinaire ? Il est plus que probable. Envisagé. Je pense probable. Maintenant, vous savez, nous sommes dans un temps politique où chaque c'est dans un mois à la fin de la session ordinaire. Il y a un moment, il va falloir acter. Son lot de vérité. Nous attendrons. En revanche, ce qui est sûr, c'est que... Vous attendez quoi, juste pour acter ? Vous qui participez au petit-déjeuner de la majorité, qu'est-ce qui est attendu pour acter une session extraordinaire ? C'est de voir les textes. Moi, il y a des textes que j'entends et que nous attendons fortement. J'ai parlé du texte sur l'énergie. Il y a la question du statut de l'élu. Vous avez rappelé que nous sommes à quelques encablures du scrutin municipal, c'est un sujet pour moi important. Il y a beaucoup de textes qui doivent atterrir, qui doivent être présentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je crois qu'il faut que ce soit des temps utiles, éviter qu'on ait trop de textes qui manquent de souffle pour avoir des textes utiles. Donc c'est plutôt aux Français. C'est plutôt oui pour une session extraordinaire. Je pense. Julien ? Une question sur un texte voté au Sénat. Oui, sur le démarchage téléphonique. Alors, il est vrai qu'on parle pouvoir d'achat, mais s'il y a bien une loi, à mon avis, qui va intéresser les gens, c'est bien celle-ci. Le Sénat a entériné l'interdiction du démarchage téléphonique sans consentement du consommateur. C'est tous ces 06, 07 qui nous appellent pour nous proposer MaPrimeRénov' ou bien d'utiliser notre compte professionnel de formation. Cela dit, par le passé, on a déjà eu des textes pour essayer de bloquer ça. Ça n'a jamais véritablement été efficace. Est-ce que pour cette fois-ci, c'est la bonne ? Je l'espère, parce que c'est une absolue nécessité. Nous sommes saturés, tous, hein, je pense. Vous, moi, tous ici sur ce plateau. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol qui s'est exprimé. Et nous avons essayé de faire œuvre utile avec ce texte. Maintenant, un mot, c'est important. Et je pense qu'il faut redire que le Parlement, le Sénat, bien sûr, nous fabriquons la loi, mais nous avons aussi un rôle de contrôle sur ce sujet. Je pense qu'il est important que derrière, nous puissions surveiller l'application de la loi et pouvoir juger de sa bonne ou de sa mauvaise application, notamment de la parution des décrets. C'est ce travail que nous devons faire parce que les Français nous disent souvent « vous votez de bonnes lois, mais ces lois ne sont pas ou elles sont mal appliquées ». Donc il est important de bien faire la loi et de veiller à son application. Et moi, je plaide pour que le Parlement et que le Sénat renforcent son rôle de contrôle pour justement faire ce que j'appelle le service après-vote. Merci. On terminera sur ce très bon jeu de mots. Merci beaucoup, merci Mathieu Darnaud d'avoir été avec nous. La une de La Voix du Nord, c'est Lynn Renaud. Oui, qui nous ouvre sa boîte à souvenirs. Elle a confié ses archives et c'est plein de surprises et de belles photos. Et c'est à lire à la une de La Voix du Nord. Merci Julien, merci beaucoup. On passe tout de suite au Club des Territoires.